Bonjour, Jacques Prévost, je suis médecin du sport et plutôt spécialisé dans la traumatologie. J'ai exercé au sud de Paris pendant la première partie de ma vie et puis professionnelle. Et puis depuis 20 ans, j'exerce à Marseille et là je fais de la médecine du sport et de la traumatologie du sport exclusive. J'ai fait pas mal de choses dans le cadre de la médecine et la traumato du sport. Et surtout, j'ai participé à la création d'une revue qui s'appelle Médecins du sport et qui fonctionne très bien depuis une trentaine d'années maintenant. Donc, je suis très fier de travailler avec le MC qui m'avait demandé il y a une dizaine d'années de faire un article sur les tendinopathies. Donc, j'ai fait tout seul, il y a une bonne dizaine d'années, un article sur les tendinopathies pour le MC de Podo, le J. Et cet article a été repris. Et là, j'ai demandé à un de mes élèves, monsieur le docteur Yvan Protois, de m'aider et de me soutenir parce que beaucoup de choses ont changé depuis 10-15 ans. On connaît beaucoup, beaucoup mieux les tendinopathies. Et donc, il était bien qu'on se mette à deux pour éclaircir tout ce gros travail. Bonjour, Yvan Protois. Donc, moi, je suis médecin du sport en clinique chirurgicale dans les Hautes-Alpes. Auparavant, j'ai été médecin vacataire à l'INSEP et en CREPS en région parisienne. Euh, donc, j'étais ravi de travailler sur ce sujet, sur les tendinopathies, avec Jacques Prévost, un de mes enseignants préférés. Notamment parce que je me suis mis aussi à l'échographie musculo-squelettique et ça m'a apporté beaucoup dans le démembrement des tendinopathies et dans le choix des traitements ensuite, aussi bien que ce soit des traitements rééducatifs, physiothérapiques par onde de choc, laser ou infiltratifs, notamment à l'heure de la médecine régénérative. Et donc, on a pu ainsi, en écrivant ces articles à deux, comparer nos pratiques, nos points de vue et puis évidemment notre recrutement qui n'est pas le même puisque moi je travaille dans les Alpes. Donc j'ai beaucoup de trailers et puis beaucoup de retraités sportifs aussi. Jacques a beaucoup plus d'athlètes de très haut niveau d'athlétisme, donc on n'a pas forcément le même recrutement et pas forcément les mêmes problématiques au final. Et on a fait un peu de la synthèse de tout ça dans l'article, dans les deux articles de l'EMC. Bah, très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation donc pour ce podcast. Et justement, on va attaquer peut-être le sujet justement des articles dont vous parliez avec quelques questions qu'on aimerait vous poser aujourd'hui. On va commencer par peut-être le plus simple. Qu'est-ce qu'une tendinite et comment est-elle diagnostiquée? On va commencer par peut-être le plus simple. Qu'est-ce qu'une tendinite et comment est-elle diagnostiquée? Alors, euh, désolé, Marianne, mais c'est pas le plus simple, justement. Euh, Expliquer ce que c'est qu'une tendinopathie, ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, justement, dans la première partie de ces deux articles, nous avons décidé de travailler et de fonctionner sur qu'est-ce que c'est qu'une tendinopathie, en quoi elle est différente d'une tendinite. La tendinopathie, c'est avant tout une lésion mécanique chez un sportif, alors que les tendinites, c'est plutôt une atteinte inflammatoire qui est possible à voir chez les sportifs, mais qui est rare. Donc, avec Yvan Protois, nous avons voulu montrer que euh, euh, tendinopathie, c'est très large parce que les tendons peuvent être très différents suivant leur localisation. Ils peuvent avoir des formes différentes, ils peuvent avoir des tailles différentes, ils peuvent avoir des points d'union à l'os différents. Certains tendons ont des points d'union qui sont ostéotendineux, d'autres, comme par exemple l'ondette-ducteur qui s'insère sur le pubis, peut avoir une insertion musculaire. Vous avez des tendons monoarticulaires, des tendons qui sont biarticulaires ou polyarticulaires. Tous ces tendons, et Yvan a bien fait de le rappeler, l'échographie nous a appris beaucoup sur les appareils de glissement, sur les gaines fibreuses, sur les poulies de réflexion, sur le rôle des rétinaculums. Ça, on l'a vu notamment, par exemple, dans la cheville. Un rôle très important de ces rétinaculums qu'on oublie un peu trop dans la stabilisation, dans l'angulation. Tous ces tendons
ont le même rôle, c'est-à-dire qu'ils ont des sollicitations en traction, mais avec une alternance de raccourcissement et d'allongement, avec des modes de contraction très différents, quelquefois en concentrique, quelquefois en excentrique. Et c'est le mode freinateur excentrique qui est généralement à l'origine de la blessure et de la lésion. Les tendons courts sont pas très extensibles, les tendons longs ben, sont capables de déformation d'élasticité. On le verra quand on en parlera au niveau du tibial postérieur. Et puis, comme c'était assez compliqué de parler de tous les tendons et de leur fonctionnement et de leurs blessures sur le même article, on a préféré avec Yvan prendre le tendon d'Achille comme type de description. Yvan vous dira pourquoi. Euh, donc j'insiste là-dessus, en tout cas, c'est que tendinopathie, c'est quand même un fourre-tout très large et que c'est important de connaître la biomécanique, la mécanique des tendons, mais c'est aussi important de se dire que, évidemment, le tendon qui est le long adducteur est différent du fonctionnement d'un autre tendon. Donc, je veux dire, à chaque localisation, il y a un fonctionnement et un tendon très différent. Et ça, on le verra en deuxième partie. Donc, dans l'article, nous avons abordé une deuxième partie en prenant quatre fonctionnements de quatre tendons différents au niveau des membres inférieurs du sportif. J'aimerais ajouter juste une chose, donc la plupart des tendinopathies, elles ont lieu effectivement sur des mécanismes de traction répétés et parfois excessives, mais il y a aussi des tendinopathies par compression, et c'est pour ça que dans le deuxième article de l'EMC, on a parlé de la tendinopathie du moyen fessier, puisque ce n'est pas qu'une tendinopathie par traction, mais aussi par compression, soit parce que les gens croisent les jambes ou s'allongent sur le côté et mettent, pour dormir par exemple, et mettent une compression sur le tendon du moyen fessier, soit parce qu'il est simplement comprimé sous la bandelette iliotibiale. Donc voilà, plusieurs mécanismes pour un même résultat, une tendinopathie au sens large. C'est-à-dire que la tendinite qu'on entendait il y a 20 ans, ben, ça n'existe plus. Il n'y a plus de tendinite, il y a diverses tendinopathies qui ont été démembrées et c'est ça qui est passionnant, c'est que les choses évoluent et que pour chaque pathologie démembrée, ben, on pense, et parfois on arrive à prouver, mais pas toujours, qu'il y a un traitement spécifique pour chacune d'entre elles. C'est ce que l'on discute dans ces articles. Euh, Dans ce sens, quels sont, par exemple, les symptômes qui doivent alerter d'une tendinopathie? En général, les sportifs qui viennent consulter le médecin, c'est parce qu'ils ont mal. C'est pour la douleur. C'est rarement une diminution de la performance, en tout cas liée à une tendinopathie. Chez moi, c'est globalement toujours pour une douleur qui traîne, dont la cause n'est pas toujours bien reconnue par le sportif. Donc, ça se traduit souvent par une enquête policière pour essayer de comprendre euh, pourquoi c'est arrivé. C'est-à-dire, est-ce que c'est lié à l'entraînement? Est-ce que c'est lié au changement de matériel, à la prise d'un coach sportif? Est-ce que c'est la prise de certains médicaments qui ont favorisé ça? Est-ce que c'est le début d'une maladie rhumatismale? Voilà, donc il y a quand même tout un interrogatoire assez fin pour essayer de découvrir d'une part l'origine et d'autre part de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une entrée dans une maladie plus complexe. La douleur, c'est le motif de consultation le plus fréquent et qui va de pair avec la gêne fonctionnelle. Moi, j'aime bien les classements et les classifications de Leadbetter ou de Blasina, c'est-à-dire que quatre stades, et c'est important de le faire raconter aux sportifs. C'est-à-dire le premier stade, bah, il a douleur après l'exercice ou après les activités physiques, mais elle disparaît en quelques heures. Le deuxième stade, il a une douleur pendant et après l'exercice, mais ça disparaît au repos. Et on arrive au troisième stade, là c'est toujours un peu plus ennuyeux, c'est-à-dire que la douleur, elle commence à être pendant et après l'exercice, mais le repos la calme pas. Et puis, bah, quatrième stade, la douleur est permanente, elle gêne les activités sportives, mais aussi les activités, la vie de tous les jours et les activités professionnelles. Donc, à partir du moment où on est au stade 4, il faut se poser la question de savoir si il va pas falloir demander un avis chirurgical.
Généralement, les stades 1 et 2, les sportifs savent très bien comment se débrouiller et les maîtriser et s'organiser et organiser leur activité physique. Comme l'a dit Yvan, à partir du moment où ils viennent consulter, c'est qu'ils ont vraiment mal. Et généralement, on est au stade 3 ou stade 4. Donc là, la prise en charge médicale, elle est quasi obligatoire. Euh, c'est intéressant et important de leur poser des questions. Évidemment, leur âge, on ne va pas soigner de la même façon quelqu'un qui a 25-30 ans que quelqu'un qui a 60 ans. Euh, quel est son sport? Quel est le sport de remplacement qu'ils arrivent à faire ou à pratiquer? Quel est le niveau de pratique? Évidemment, on ne va pas soigner et organiser une base thérapeutique de la même façon chez un sportif qui prépare les JO à Paris et chez un randonneur qui veut faire 2 heures par jour de marche en montagne ou dans les calanques. Et puis, à partir du moment où on est face à un sportif, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les objectifs à court et à moyen terme. Donc, vous voyez, c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place et comprendre pour la prise en charge thérapeutique. Et là, ensuite arrivent quels examens cliniques. Exactement, c'est ce que j'allais introduire justement. Selon vous, donc quels sont les examens que l'on va faire et est-ce qu'il y a des radios à faire et à partir de quel stade, peut-être parce que vous aviez expliqué les douleurs en stade de 1 à 4, est-ce que à partir de quel stade exactement on peut peut-être envisager les examens aussi? À répondre, moi je pense que dès que la douleur ne disparaît pas au bout de 1 à 2 semaines de repos sportif ou de repos professionnel, il faut s'en inquiéter pour pas arriver trop tard. Parce que pendant ce temps-là, il faut bien comprendre que quand la tendinopathie apparaît et que la douleur surtout apparaît, la tendinopathie elle a commencé à évoluer déjà bien auparavant. Ça fait souvent des semaines, voire des mois que les choses évoluent à bas bruit. Et quand la douleur apparaît, les dégâts sont déjà présents. Alors, soit le repos sportif permet une récupération, et dans ce cas-là, même si on est encore fragile, on peut reprendre les activités progressivement. Mais si les choses traînent un petit peu, c'est que ça risque de durer un petit peu. Globalement, alors c'est toujours pareil, hein, quand on est très jeune, les jeunes sportifs à 20 ans, ils s'opposent un peu, puis en une semaine ou deux, ils vont mieux dans la plupart des cas. Puis quand on commence à parler de vétérans, passé 40 ans, la moindre tendinopathie suite à un effort un peu original ou à l'augmentation de la charge d'entraînement, bah, souvent ça traîne en fait, hein. Et quand ça traîne, c'est pas quelques semaines, hein, c'est souvent quelques mois, voire quelques années. Et c'est plus facile de prendre en charge une tendinopathie débutante avec un stade de Blasina finalement peu sévère. Et en général, c'est corrélé quand même assez souvent à des lésions anatomiques qu'on voit en imagerie qui sont peu importantes. Et le traitement, du coup, bah, il sera plus simple, plus rapide. Dans d'autres cas, ça peut être assez compliqué. Parler de l'examen clinique, hein, c'est toujours important d'avoir une idée effectivement de quand datent les premiers symptômes et comment on va la prendre en charge. Donc l'examen clinique, c'est pour le rappeler aux professionnels de santé, c'est qui se base sur un triptyque essentiel en cas de tendinopathie, c'est on teste, donc on déclenche une douleur à la contraction, résister, on déclenche une douleur à l'étirement ou en tension passive, et puis enfin on déclenche une douleur à la palpation. Donc c'est important, surtout chez des sportifs intensifs, de s'assurer que la douleur elle est d'origine tendineuse et pas de douleur osseuse. Malheureusement, on voit beaucoup de fractures de fatigue chez les sportifs et c'est pas toujours facile de faire le diagnostic différentiel entre une tendinopathie qui s'insère sur un os et une douleur osseuse, un type de fracture de fatigue. Donc ça, c'est important. L'intérêt tout de suite derrière, bah, Yvan l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'échographie. C'est vraiment un examen qui a révolutionné nos pratiques et nos diagnostics. Les tendons, généralement, sont situés sous la peau, du coup très accessible à l'échographie. Et l'échographie va nous permettre
de connaître où est la lésion, quel type de lésion de ce tendon. Est-ce que c'est une lésion du tendon lui-même, une lésion de l'enveloppe du tendon? Est-ce que c'est plutôt une gêne qui se situe au niveau musculaire juste avant le tendon ou est-ce qu'elle est plutôt osseuse? Là, Yvan va sûrement pouvoir dire d'autres choses encore plus complètes puisqu'il il connaît très bien l'échographie. J'ai complété avec les limites de l'échographie. Alors, l'échographie, ça permet effectivement de voir, dans la grande majorité des cas, les tendons sur toute leur longueur et de les suivre de leur insertion jusqu'au corps musculaire, de voir leur poulie de réflexion, de voir s'il y a un épanchement, s'il y a de l'inflammation. Tout ça, c'est très intéressant. En revanche, ça ne donne pas quelque chose d'essentiel. Ça ne donne pas toujours le diagnostic différentiel. Donc, ça, Jacques en a parlé. Je pense par exemple à de l'arthrose de hanche en plus d'une tendinopathie du moyen fessier, hein. On a souvent les deux. Et c'est pas toujours évident cliniquement de faire la part des choses. Et puis ça ne donne pas l'environnement osseux, c'est-à-dire que s'il y a une arête osseuse qui vient frotter sur le tendon, par exemple, ça peut être le cas au niveau du calcanéus sur le tendon d'Achille, euh, eh ben, à l'échographie, on le devine, mais on le voit infiniment mieux à la radiographie. Idem pour les calcifications, pour voir leur forme, suspecter leur consistance, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a à la radiographie. Donc c'est un complément indispensable, quoi. Et je dirais même plus que dans beaucoup de tendinopathies, il est prudent de faire avant l'échographie une radiographie pour avoir l'environnement osseux un peu se représenter de façon tridimensionnelle qu'on verra ensuite en coupe en échographie pour voir, disons, les tissus durs et puis les tissus mous sous-jacents et bien comprendre tout l'environnement. Hum, Vous parliez tout à l'heure de, peut-être si je veux dire, de certains profils de patients dans les sportifs. Et donc, ça nous fait une excellente liaison avec la question suivante, qui est quel lien faites-vous avec le sport? Et s'il y a des groupes de sportifs qui sont plus touchés que d'autres par la tendinopathie, et peut-être si vous avez quelques conseils à leur donner aussi pour l'éviter. Je vais commencer avec le sportif, disons, amateur ou de loisir, puisque c'est quand même la plus grande partie de mon recrutement actuel. Et nous, c'est assez simple. Dans les Alpes, vous voyez, là, la neige vient de fondre, euh, les beaux jours apparaissent, donc les gens se mettent à la course à pied. Donc les passionnés couraient dans la neige, hein, l'hiver, et puis ils continuent l'été. Le terrain change évidemment, mais ils sont entraînés ceux-là. Et puis les autres, ben, ils faisaient plutôt du ski, hein, ou des sports glissés, ou pas de sport du tout. Et puis quand les beaux jours arrivent, ils se mettent à courir, ils se mettent à faire des sports collectifs, à faire des choses en plein air. Et là, ils surchargent leurs tendons. Euh, donc ça, ben, cette modification d'entraînement, c'est extrêmement nocif pour les tendons qui ont besoin d'énormément de temps pour s'adapter. Donc, le plus fréquemment, c'est ce genre de problème que je vois apparaître à l'arrivée des beaux jours, ou bien ceux qui ont décidé ben, de s'inscrire à une compétition, alors qu'ils n'en faisaient pas auparavant, ou c'était des coureurs de ultra trail qui vont se mettre à des trails beaucoup plus courts, ou l'inverse, ou des gens qui vont prendre des coachs sportifs, ce qui est une excellente idée, sous réserve de ne pas doubler son volume d'entraînement subitement, parce que là aussi, le tendon, il a besoin de s'adapter comme tout le reste de l'organisme, mais le tendon encore plus parce que le turnover du tendon il est extrêmement lent. Ce que tu viens de dire est vraiment essentiel, c'est-à-dire que la modification de l'entraînement, passer d'un sport de glisse à un sport d'impact comme la course à pied, c'est la meilleure façon de se blesser et de percuter ses tendons. Euh, En fait, quel que soit le sport, c'est l'intensité et la durée qui sollicitent les tendons. Donc, c'est pour ça qu'on parle de pathologie de micro-traumatique, de pathologie de surmenage, de surutilisation. Mais c'est vrai que la modification de l'entraînement est un facteur essentiel. La course à pied, ça me fait mal de le dire, moi qui suis un vieux coureur à pied, c'est quand même le sport le plus pratiqué en France maintenant, mais c'est sans doute le sport le plus traumatisant quand on n'est pas préparé. Donc, s'adapter aux ondes de choc, c'est difficile. Changer de chaussures, ça peut déclencher des problématiques terribles aussi. Changer de sol sportif, de type de sport, ça peut déclencher des pathologies tendineuses, osseuses aussi.
Les erreurs d'entraînement, ça fait partie du déclenchement et des changements et des modifications qui peuvent entraîner des pathologies à tous les niveaux. Euh, ce qu'on oublie trop et ce qui est important quand on suit un sportif, c'est parler de récupération. C'est-à-dire que nous voyons beaucoup, et je pense que dans les Alpes, c'est pareil, c'est des sportifs qui travaillent, donc quelquefois un travail pénible, et qui, à peine rentrés chez eux, mettent leurs chaussures ou leurs chaussures de foot pour aller courir ou pour pratiquer des sports collectifs, et qui se donnent aucune récupération, ni dans la journée, ni dans la semaine. Donc, quand on voit apparaître une tendinopathie, c'est important de savoir ce que notre sportif fait au niveau professionnel et s'il se ménage des temps de récupération. Parce que ces temps de récupération sont très importants pour la cicatrisation d'un tendon. Très bonne transition par rapport à la question suivante, justement. Pour les patients qui sont atteints de tendinopathie, comment les soulager? Et la question suivante, c'est les techniques médicales pour traiter la tendinopathie sur le long terme aussi. Pour les soulager, la première chose, et c'est pas toujours possible, hein, c'est de diminuer la charge d'entraînement. Alors, c'est pas toujours possible parce que certains ont des compétitions importantes hein, qui approchent, dont le coût d'inscription est élevé, qui reprend toute une organisation. Hein. Je pense par exemple à ceux qui prennent l'avion pour aller faire un trail énorme à l'autre bout du monde. Euh, Ils peuvent pas, enfin, à moins que vraiment les choses soient graves, ils n'ont pas du tout l'intention d'abandonner. C'est-à-dire qu'ils vont se présenter, tendinite ou pas, au départ de la course. Donc il va falloir trouver le moyen de les accompagner et de faire en sorte qu'ils puissent terminer sans prendre trop de risques. Quand je dis sans prendre trop de risques, c'est-à-dire éviter la rupture tendineuse ou des lésions de dilacération telles qu'après, il n'y aura plus de traitement médical possible. Alors sinon, pour les soulager, il y a diverses techniques. Les plus connues sont les méthodes rééducatives hein, depuis les années 80 grâce à Stanish, puis ensuite Alfredson. Ce sont des exercices de mise en tension progressive du tendon associés à un repos sportif relatif et qui permettent une meilleure cicatrisation des fibres collagènes et une meilleure récupération. C'est quand même ces protocoles de rééducation excentrique ou associant la contraction concentrique excentrique associé à des étirements, ça fait partie des rares techniques médicales dans lesquelles je n'ai jamais vu aucune étude qui montre que ça ne marche pas. En médecine, c'est quand même assez rare. Hein. En général, on a des études pour, des études contre. Et ben là, la rééducation excentrique, ou en tout cas avec une composante d'étirement et d'excentrique, même s'il y a diverses modes, bah, toutes les études sont positives et montrent que ça marche. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire, mais en revanche, c'est long. C'est-à-dire qu'il faut être patient parce qu'on part sur des protocoles qui durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans certains cas, même ces protocoles ne suffisent pas. Donc, il y a des techniques qui permettent d'accélérer un petit peu la cicatrisation tendineuse. Il y a des techniques de physiothérapie, donc ce sont les ondes de choc, qui consistent à envoyer des impulsions de type explosion sous-marine pour les ondes de choc focales ou de type un peu mécanique marteau-piqueur hein, pour les ondes de choc radiales sur les tendons pour forcer la cicatrisation collagénique. Ça améliore grandement la vitesse de récupération. Il y a aussi la photobiostimulation, donc par le laser ou les LED, hein, qui ont montré aussi leur effet bénéfique. Et enfin, il y a divers types d'infiltration en médecine régénérative, que ce soit des infiltrations d'acide hyaluronique. Hein, l'acide hyaluronique est sorti des articulations et des rides. Hein. On le met aussi autour des tendons avec des résultats parfois intéressants. Et puis, il y a les infiltrations intratendineuses, hein, où là, on fait carrément un geste de needling chirurgical. Hein. On traverse le tendon à l'aiguille à plusieurs endroits pour forcer sa cicatrisation et créer un peu une lésion fraîche sur un tendon qui ne voulait pas cicatriser. Et au passage, on peut, mais c'est pas obligatoire, on peut en profiter pour injecter diverses substances, que ce soit du dextrose quand on est plutôt tendance américaine, c'est la prolothérapie, du PRP quand on est un peu sur les techniques un peu plus modernes. Donc les PRP, c'est un concentré plaquettaire hein, issu par une prise de sang du patient à une centrifugation immédiate où on récupère immédiatement les plaquettes qui accélère un petit peu la récupération en libérant des facteurs de croissance.
Et ce qui, en revanche, est plutôt délétère à éviter au maximum, c'est les infiltrations cortisonnées qui, elles, se font jamais dans les tendons, hein, mais à proximité des tendons. Et même à proximité, elles libèrent des substances qui sont toxiques pour les tendons et qui sont alors souvent très demandées par les sportifs parce que rapidement efficaces, hein. Alors les sportifs, je dis les sportifs, mais encore plus les travailleurs manuels, mais qui en revanche ont prouvé hein, sur pas mal d'études maintenant qu'en fait les gens rechutent dans les mois qui suivent. C'est-à-dire qu'ils sont contents parce que c'est rapidement efficace, mais ensuite il y a un effet rebond avec un certain nombre de patients qui reviennent pour la même chose et parfois la même tendinopathie, mais version plus grave. La mésothérapie, on peut en faire aussi, qui a l'intérêt de soulager. Euh, le jeu, c'est toujours le même, c'est-à-dire c'est avant tout avoir un bon diagnostic et après, à partir du moment où on a un bon diagnostic, on va faire un bon traitement. Il a entièrement raison. C'est sûr que c'est impossible de se passer, en tout cas en médecine du sport et pour une pathologie tendineuse, de l'aide et du soutien des kinésithérapeutes qui font un très bon travail de récupération des amplitudes, de récupération de la force aussi, et puis d'amélioration de la stabilité. On n'y pense jamais assez de une articulation qui souffre et des tendons qui souffrent. Souvent, c'est qu'il y a une petite instabilité articulaire au-dessus ou en dessous. Donc, tout ce travail de rééducation, de médecine physique, il est essentiel et il faut savoir le faire et le guider. Après, une partie de notre travail, c'est aussi le retour sur le terrain. Donc, ce qu'on appelle le return to play, la réathlétisation. Donc là, c'est intéressant de travailler évidemment avec les kinésithérapeutes du sport, avec les podologues, mais aussi avec les préparateurs physiques et avec les entraîneurs pour que la reprise sur le terrain soit pas trop violente et qu'il y ait un mélange savant pendant plusieurs semaines entre la rééducation qui a été faite en cabinet et la reprise de l'entraînement sur le terrain. Ça, c'est important de visualiser, d'aller voir ce qui se passe pour que ne pas laisser nos sportifs brutalement se retrouver face à des adversaires ou un entraîneur un peu agressif. Le dernier point, c'est quand la chirurgie, parce que de temps en temps, on est quand même obligé de demander un avis chirurgical. Euh, Parce que nos traitements médicaux passent pas toujours et ne sont pas toujours efficaces. Ça, c'est vraiment une difficulté qu'on abordera peut-être dans les différentes tendinopathies pour lesquelles on va faire un traitement médical et on se dit au bout de 3 mois, si on n'a pas avancé, on va demander l'avis chirurgical. Et qu'en est-il de la place de l'appareillage comme l'orthèse plantaire, par exemple, dans la prise en charge? Pour moi, en tout cas, qui voit beaucoup de coureurs, d'athlètes, c'est essentiel. La question, c'est toujours la même depuis des décennies. Est-ce que ces semelles, il faut les faire de façon systématique? Est-ce qu'il faut les faire quand il y a blessure? Est-ce qu'il faut qu'elles soient temporaires? Et quand ça va mieux, on les retire? Ça, c'est une question toujours d'actualité. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de travailler avec les podologues parce que on analyse le geste sportif et on analyse les appuis. Et ça, ils ont le matériel pour le faire. Nous, médecins du sport, on n'a pas forcément le matériel. Et puis surtout, c'est très intéressant de travailler en pluridisciplinaire et de comprendre ce que le podologue ou le kiné voit et de le confronter à ce que le médecin ou l'entraîneur voit. Donc là, le côté multidisciplinaire est important. Mais le principe, c'est toujours le même, c'est que s'il y a blessure, c'est que le geste sportif n'est pas forcément euh, très bien conçu et très bien fait. Donc, c'est intéressant de travailler à plusieurs et à partir d'une analyse sur tapis roulant que les podologues savent très bien faire pour savoir qu'est-ce qu'on va changer dans le geste sportif. Et la course, c'est un geste naturel que tout le monde croit pouvoir faire, mais c'est un geste compliqué. Donc, ça s'apprend. Et quelquefois, il faut changer son type d'appui, notamment dans la phase aérienne et dans la phase d'appui.
En tout cas en analysant la phase aérienne pour qu'elle permette une bonne phase d'appui. Et je compléterais par l'intérêt effectivement de l'analyse de la course 3D hein, sur tapis roulant comme peuvent le faire les podologues du sport. Et cette façon de traiter le problème un peu différemment finalement des autres spécialités, puisque le médecin va souvent s'intéresser au tendon et à son environnement direct, c'est-à-dire l'articulation sus et sous-jacente et l'articulation enfin, qui est pontée par le tendon. Le kiné va s'intéresser au tendon et au gainage pour avoir une stabilité lombo-pelvienne intéressante. Mais le podologue, lui, va prendre le problème du bas, c'est-à-dire de la base, hein, c'est quand le pied touche le sol. Et tous les troubles mécaniques qui sont très longs à traiter, notamment en rééducation, essentiels, mais très longs, ben, des fois, avec une semelle bien faite, on gagne des mois de récupération, quoi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et dans l'analyse, et dans la correction rapide. Compléter tout ce que vous venez de dire justement, quels sont vos meilleurs conseils à vos collègues pour une meilleure prise en charge de ces pathologies? Premier conseil, je pense que d'abord, c'est de se former. C'est-à-dire, les tendinites, pour le médecin généraliste, c'est très peu enseigné à la faculté, hein, ça va extrêmement vite. La première chose, apprendre ce que sont les diverses tendinopathies pour pouvoir les repérer, faire la distinction entre les unes et les autres. C'est essentiel parce que je pense que le médecin devrait rester le chef d'orchestre de la prise en charge, notamment le médecin traitant. Euh, Rare, hein, enfin, tous les sportifs n'arrivent pas dans le cabinet du médecin du sport, hein, ils sont souvent pris en charge par leur médecin généraliste. Et puis, comme la prise en charge n'est pas toujours à la hauteur des espérances du sportif, ben, il commence à errer d'un spécialiste à l'autre, alors, des ostéopathes, des nutritionnistes, enfin, tout un tas de pratiquants de médecine douce diverses et variées. Et des fois, on les récupère après des mois d'errance thérapeutique et diagnostique, et finalement, la base n'a pas été prise en charge, quoi. C'est-à-dire que le chef d'orchestre reste normalement le médecin qui doit coordonner la prise en charge. Coordonner, ça veut dire être tout seul dans sa tour d'ivoire à faire quelques ordonnances, mais vraiment être impliqué dans la discussion avec les autres intervenants, et puis prendre l'avis du podologue, prendre l'avis du kinésithérapeute, et échanger, notamment grâce au bilan kinésithérapique, euh, et prendre l'avis aussi d'autres spécialistes si besoin, et notamment des imageurs hein, pour essayer de démembrer les pathologies. Et pas oublier non plus que démembrer, c'est bien démembrer les pathologies avec l'imagerie, hein, c'est très facile avec l'imagerie moderne, mais il faut pas oublier que l'imagerie moderne nous induit aussi en erreur, hein. C'est-à-dire que il n'y a pas d'image de tendinopathie qui n'a pas de traduction clinique. S'il n'y a pas de traduction clinique, c'est que le diagnostic il est probablement faux. Ou alors c'est que vous avez un sportif très entraîné qui a une tendinopathie qui commence sous-jacente, mais c'est pas forcément pour ça que le sportif est douloureux à consulter. Ça, faut pas l'oublier. Parce que de plus en plus, on voit des gens arriver au cabinet avec des tendinites qui traînent, et puis finalement, ils se déshabillent même pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude, hein, et ils nous posent l'IRM sur le bureau en disant, voilà, docteur, tout est là, ma douleur, elle est là, elle est dans l'IRM. Mais ça, c'est totalement faux. En fait, s'il n'y a pas de corrélation clinique, si on vérifie pas, on part dans le mur dès le départ. Et c'est pareil aussi avec l'échographie et avec tous les examens d'imagerie. C'est pour ça que l'interaction clinicien-imageur est essentielle. C'est sûr que le médecin ou le médecin du sport dirige un orchestre et que nous, médecins du sport, nous sommes rien si on n'a pas un bon imageur en qui on a confiance, un bon radiologue en qui on a confiance, un bon kinésithérapeute avec qui on s'entend bien et avec qui enfin, et chez qui on comprend comment il travaille, un bon podologue. Et puis après, ben, faut avoir un sportif qui comprend où on veut aller et qui accepte aussi de nous suivre, et puis échanger avec des entraîneurs. Donc le côté multidisciplinaire, il est essentiel. Rien n'est jamais facile et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une approche diagnostique, thérapeutique à plusieurs. Vraiment, ce qu'on a souhaité avec Yvan faire ressortir en faisant ces deux articles, c'est que c'est un peu une erreur de regrouper les tendinopathies dans le même article. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une deuxième partie où on a parlé de la tendinopathie du tendon rotulien, qui est très particulière à prendre en charge, où là, les traitements médicaux sont la priorité jusqu'au moment
où les traitements médicaux sont plus efficaces. Et là, il faut demander l'avis chirurgical. Le syndrome de la bandelette, qui est une petite fixation chez moi, qui a encore une autre pathologie un peu particulière avec une inflammation par frottement répété d'une zone de glissement qui est plutôt vasculo-graisseuse. Et là, l'important, c'est si on la trouve, cette zone de glissement inflammée, c'est de l'infiltrer. Mais c'est aussi très important de modifier le geste sportif. Sinon, on n'arrivera pas à une reprise logique et pérenne. L'atteinte du tibial postérieur, que on connaît bien, et en tout cas les médecins du sport connaissent bien et les podologues connaissent bien, ça c'est important d'avoir une bonne échographie, un bon radiologue, parce que on a parlé des tendinopathies, mais Yvan en a parlé aussi, il y a la possibilité de rupture et de rupture partielle, et notamment chez ce tendon du tibial postérieur extrêmement important quand on pratique le sport. Souvent, il y a des ruptures partielles et ça, il faut les repérer et les traiter au niveau orthopédique. Et puis enfin, on a pris comme quatrième type de description les muscles, les petits et moyens glutéaux, les muscles fessiers, pour montrer que le diagnostic différentiel à ce niveau-là est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir d'emblée sans vérifier d'autres diagnostics sur l'idée que c'est une simple tendinopathie. Et là, le kinésithérapeute et le sportif doivent comprendre le renforcement très spécifique de ce type de muscle. Donc, vous voyez, j'espère que dans cet article qui est peut-être un peu long, nous avons voulu avant tout faire passer l'idée que à chaque tendon sa pathologie et à chaque tendon son type de traitement est pris en charge. Alors justement, vos articles sur lesquels vous vous êtes basé pour tout cet échange apparaissent dans le MC Podologie. Monsieur Protois, vous êtes également membre du comité scientifique du traité. Ma dernière question pour vous, vous deux, en quelques mots, pourquoi vous recommanderiez ce traité à vos collègues, podologues ou d'autres spécialistes? Euh, Ceux qui connaissent bien, c'est tout simplement pour se faire plaisir, hein, pour se faire plaisir qu'on a revu euh, les dernières sorties de la littérature scientifique, hein, pour le rédiger. Donc on avait nos connaissances et notre expérience, et puis on a comparé avec un peu ce qui sortait dans la littérature sur les diagnostics et les traitements, puisque les paradigmes évoluent, hein, assez régulièrement. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, bah, alors là, c'est encore plus important, c'est apprendre à démembrer, à repérer les pathologies, à les démembrer, et puis surtout dans l'article aussi, pour chaque tendon, hein, on explique bien tous les diagnostics différentiels possibles, et ça c'est vraiment essentiel parce que le nombre de fractures de fatigue qu'on voit arriver notamment arrive en disant, docteur, j'ai une tendinite qui traîne depuis quelques semaines, voire quelques mois. Mais en fait, voilà, si on pense à la fracture de fatigue, on la trouve. Mais si on n'y pense pas, si on ne la connaît pas, si on n'imagine même pas qu'elle existe, on pense tendinite, quoi. Et donc ça, c'est vraiment important, d'apprendre à les examiner, ces tendons, d'apprendre la triade diagnostique et d'avoir en tête les diagnostics différentiels parce que, en fait, comme toujours en médecine, rien n'est simple. C'est-à-dire, moins on en connaît, plus la médecine apparaît simpliste, plus on s'y intéresse et plus c'est compliqué. Pour aller dans ton sens, je pense que ce qu'on a vu évoluer depuis allez, 2 décennies, c'est l'importance des conseils par Internet, des conseils des collègues sportifs, des réseaux sociaux. Donc, nos sportifs, ça arrive maintenant pratiquement avec le diagnostic et une fois sur deux avec une IRM en nous disant, voilà, mon diagnostic, c'est ça, j'ai déjà fait tel traitement, tel traitement. Bon, c'est là où il faut écouter, quelquefois ils n'ont pas tort, hein, mais aussi savoir évoquer certains diagnostics différentiels et être examiné. Ça, Yvan l'a dit tout à l'heure, le nombre de sportifs qui sont surpris quand on leur demande, à qui on demande de se déshabiller pour les examiner, c'est assez impressionnant, quoi.
Donc, ils ont vu beaucoup de monde, mais personne ne les a jamais vraiment examinés. Et ils viennent étonnés parce qu'au bout de 2 mois, le traitement qu'ils ont fait ou qu'ils ont pris ne sont pas efficaces. Donc, je crois que c'est important que l'EMC Podologie fasse rappel et qu'il y ait des repères pour l'examen clinique, les orientations thérapeutiques, les examens radiologiques, quelle imagerie, et puis quel traitement derrière. Et qu'il y ait des repères très précis scientifiques sur des pathologies a priori très banales et très simples, comme les tendinopathies, mais très fréquentes. Je vous remercie tous les deux pour votre temps et toutes ces informations très très précieuses que vous venez de nous partager. Merci à vous et si vous avez un dernier mot, sinon on finit la session. Bonne lecture.